Ces vestiges imposants datent de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un des programmes de construction les plus considérables. Ces forteresses devaient résister aux bombes. C'est l'équivalent de 3 étages de béton. Elles protégeaient les redoutables U-boats. Seule la guerre sous-marine effrayait Churchill. Le feu! Ça sapait ses forces. Voici l'histoire des bases sous-marines d'Hitler. Ce système était sans équivalent sur la façade atlantique. Envoyez-les. Des sous-mariniers allemands. Les U-boats manquaient de réserves permettant aux équipages de se battre. Là! Avion ennemi sur bâbord avant! Et des tentatives alliées pour les détruire. C'est un ouvrage défensif incroyable. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Océan Atlantique, Torpille, 25 nœuds. 1940. Le capitaine de corvette Günther Prien effectue sa 7e patrouille à la tête d'une meute de U-boats. Distance 500. Distance 500. Leur mission, détruire les navires de commerce qui ravitaillent la Grande-Bretagne. Maintenez la profondeur. Le dénouement du conflit dépend des convois alliés. Si les nazis arrivent à les arrêter, peut-être pourront-ils gagner la guerre. Feu! 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 Lors des 2 premières années de guerre, les meutes de U-boats cachées dans les profondeurs font un carnage en accrochant 730 bateaux alliés à leur tableau de chasse. Et lorsqu'elles reparaissent au grand jour dans leur base, elles n'en demeurent pas moins invulnérables. En effet, elles font relâche dans des forteresses hors du commun. Celle de l'Orient se distingue comme un des édifices défensifs les plus impressionnants de la planète. Et l'historien Glyn Preisser va nous faire le tour du propriétaire. La base de sous-marins s'étend sur plus de 20 hectares. Pour l'époque, c'est follement ambitieux. C'était un des programmes de construction les plus considérables du monde, après le barrage Hoover aux États-Unis. Il illustre à la perfection les visées dominatrices du régime nazi, tant sur terre que sur mer. On doit à un seul homme la transformation du port de pêche du Morbihan en une base immense. Les armées hitlériennes ont déjà saccagé une bonne partie de l'Europe quand la capitulation française, le 22 juin 1940, vient parachever leur domination sur l'ouest du continent. À plusieurs centaines de kilomètres de Rotonde, un haut gradé poursuit sa mission. L'amiral Karl Dönitz est le commandant en chef des sous-marins. Persuadé que ces loups gris peuvent gagner la guerre sur le front occidental, il parcourt la côte atlantique pour leur trouver une tanière. À ce stade, la Grande-Bretagne est la seule à se dresser face à l'Allemagne. Mais elle est obligée d'importer des matières premières pour son industrie et de la nourriture pour sa population. Par conséquent, l'arrêt de toute navigation maritime forcera le pays à capituler. Après la défaite et l'occupation de la France, les Allemands tiennent le littoral entre la Norvège et le golfe de Gascogne.
Au lieu de faire partir ces U-boats d'Allemagne, Dönitz les installe en France, où les bases offrent un accès plus rapide et plus sûr à l'Atlantique. Persuadé que cet avantage permettra de neutraliser tout ravitaillement à destination de la Grande-Bretagne, Dönitz choisit rapidement les emplacements les plus propices pour implanter ses bases. La plus grande sera à Lorient, où se trouvera également le poste de commandement de l'amiral. Dönitz compte transformer le port breton en forteresse indestructible pour protéger ses sous-marins et les maintenir opérationnels. Contrairement aux submersibles modernes, les U-boats doivent régulièrement rentrer à leur base. Certains sous-marins modernes peuvent partir pendant des mois grâce à la propulsion nucléaire. Mais les U-boats, qui étaient équipés de moteurs diesel et électriques et de batteries d'accumulateurs, ne pouvaient rester en mer que quelques semaines. Fixe! Ils revenaient faire le plein de carburant, et comme il n'était pas très grand, ils ne pouvaient embarquer qu'une quantité réduite d'eau douce et de nourriture. Donc les U-boats manquaient de réserves permettant aux équipages de rester en bonne santé et en état de se battre. Une fois les stocks de nourriture et de torpilles épuisés, les U-boats sont forcés de rentrer. Pas de problème. Avec plus de torpilles, on aurait remporté plus de victoires. Allons, il y en aura d'autres. En septembre 1940, Günther Prien, qui a coulé un cuirassé au début du conflit, est déjà un héros. Désormais, ses camarades et lui pourront venir faire réparer leurs sous-marins dans la base de Lorient. On n'a plus une goutte de carburant. Il faut refaire le plein de gasoil et de torpilles. Compris? Chaque ravitaillement permet également de faire une inspection complète du U-boat. Comment faire sortir de l'eau un bateau affichant un déplacement de plus de 700 tonnes? Les Allemands utilisent d'abord les installations du port lorientais. Mais pour protéger leurs précieux sous-marins, les nazis envisagent d'aménager la base. Les U-boats étaient tractés sur ces rails jusqu'à ce bâtiment. Avec leurs 16 mètres de large et leur mur d'1,50 m d'épaisseur, ces deux structures érigées en seulement 8 semaines sont les premiers bunkers bâtis pour l'entretien. C'est le chariot d'origine sur lequel on installait les U-boats. Pour résister au poids, il a été muni d'étais latéraux. Mais à part ça, il n'a pas changé. Il fallait avoir accès à la coque pour les réparations importantes. La raison d'être de ces premiers bâtiments est de protéger les sous-marins grâce à leur conception en voûte. D'ici, on voit le toit arrondi et les murs presque verticaux, caractéristiques du bunker. On espère que cette forme fera rebondir les bombes. Faute d'un autre nom, les Allemands appellent ça un dome bunker, un bunker cathédrale. Et on voit bien pourquoi. Même si elles sont toujours en activité, ces installations ne devaient être que temporaires et ne pouvaient accueillir que les petits U-boats, pas les modèles dont Dönitz souhaite lancer la production. Vous avez les plans du bunker? Pour héberger sa flotte, l'amiral rêve de blocs alvéolés gigantesques, protégés par des bunkers en béton indestructibles. Excellent, n'est-ce pas? Pour stopper les convois venant d'Amérique, il lui faut également des centaines de U-boats. Est-ce qu'il y a assez de batteries de canon? Oui, De batteries? oui, 5-6? oui. Bien.
L'amiral Dönitz a besoin d'une flotte beaucoup plus imposante. Il pense qu'avec 300 sous-marins, dont un tiers naviguera en permanence, il pourra interrompre tout ravitaillement maritime à destination de la Grande-Bretagne. Mais au début de la guerre, il n'a que 22 U-boats pour mener cette campagne. Si lui est persuadé que c'est la clé de la victoire, Hitler en doute. Pour Hitler, la puissance navale passe par les cuirassés. Des navires de prestige qui véhiculent l'image de la puissance nazie à l'étranger. Le Führer en dessinait pendant son temps libre. La puissance navale passait par ces gros bateaux avec de gros canons, pas des petits sous la surface. Pour faire changer Adolf Hitler d'avis, Dönitz compte sur Günther Prien et les siens. Et le 19 octobre 1940, le capitaine de corvette apporte à l'amiral les arguments dont il a besoin. Aucun emblème. On dirait un ravitailleur britannique. Alerte! Alerte! But, 12 nœuds. But, 12 nœuds. Position, 60 degrés. Position, 60 degrés. Maintenez la profondeur. Torpille, 25 nœuds. Torpille, 25 nœuds. Torpille, 25 nœuds. Distance, 500. Distance 500. Distance 500. Prêt. Torpille 25 nœuds, distance 500. Tube 1 prêt. Attendez. Feu. 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 Arme tirée. Arme tirée. En seulement 48 heures, 7 U-boats attaquent 2 convois et torpillent 34 navires alliés. C'était le genre de succès que Dönitz attendait. Tout ce tonnage envoyé par le fond, c'était des bateaux et des ressources en moins pour la Grande-Bretagne. Autrement dit, ça sapait ses forces. Mais ces victoires suffiront-elles à plaider la cause de l'amiral ? Le 25 octobre 1940, Dönitz rencontre Hitler pour le faire changer d'avis au sujet des U-boats. Nous disposons d'une arme capable de porter un coup mortel à la Grande-Bretagne, de la frapper là où elle est la plus faible. Mais la guerre sous-marine ne sera couronnée de succès que si nous avons assez de U-boats. Il nous en faut au minimum 300. 300 ? Oui, mon Führer. 300 nouveaux sous-marins ? Oui, mon Führer. Et vos bases en béton ? On m'a assuré qu'elles seront à l'épreuve des bombardements, mon Führer. Vous aurez vos U-boats et vos bases en béton. Tout est déjà en cours. Inutile de vous en occuper. La réussite des U-boats est si éclatante qu'Hitler est bien obligé d'en tenir compte. Après cet entretien, il ordonne d'accélérer les cadences de fabrication et de faire construire la base. Le site retenu se trouve sur la presqu'île de Kéromont et ses 200 000 m² font face au PC de Dönitz.
La base de Kéroman, l'ensemble des bunkers, représente, avoisine le million de mètres cubes. En réalité, la base de Kéroman, c'est la plus importante construction faite par l'Allemagne nazie dans l'ensemble des pays occupés. Le travail commence par le K1, le premier des deux blocs, en février 1941. À elle seule, la construction des bunkers va engloutir un quart de tout le béton que les Allemands utiliseront en France pendant l'occupation, pour un coût de 1,9 milliard d'euros actuels. Et les défis techniques sont en proportion. Ces bâtiments font plus de 100 mètres de long, 100 mètres de large et 18 mètres de haut. Les fondations doivent donc résister à un poids énorme. Pour aller le plus vite possible, les Allemands construisent la base sur la terre ferme. Mais lors des travaux de terrassement, le sol se révèle trop meuble pour résister au poids phénoménal des bâtiments. Les ingénieurs avaient très peur de voir la construction s'enfoncer. Ils ont donc bâti les blocs sur des pieux. Ça consiste à enfoncer verticalement de longues poutres d'acier pour éviter que le bâtiment ne s'affaisse. Une fois les fondations achevées, une noria de bateaux, de camions et de trains livre plus de 150 000 tonnes de matériaux chaque mois à l'Orient. Et des milliers d'ouvriers affluent des quatre coins du Reich pour travailler sur le chantier. Ils sont encadrés notamment par des ingénieurs français, à qui l'occupant a confié des postes clés. Parmi eux, le sous-directeur des constructions navales, Jacques Stoskopf. J'ai besoin des estimations des aciéries concernant le tonnage. Jacques Stoskopf faisait partie des ingénieurs français de talent du chantier. Il s'occupait surtout de l'arsenal, l'endroit où on stockait les torpilles, qui était un peu à l'écart des blocs. Il est possible de nous faire livrer avant la fin du mois. Ce sera tout, monsieur? Non, excusez-moi. Il se démarque parce qu'il est alsacien, raison pour laquelle il parle un allemand impeccable, ce qui le rend particulièrement utile auprès de la hiérarchie allemande. Quand vous aurez tous les chiffres, faites-moi part de vos rapports. Il obtient de plus en plus de responsabilités et il finit par superviser les ouvriers français qui ne l'apprécient guère, parce qu'il est collé monté, mais aussi parce qu'il est en relation étroite avec les Allemands. En revanche, pour l'occupant, les hommes comme lui sont incontournables pour construire et faire fonctionner la base. Pendant les travaux, les combats se poursuivent. Bientôt, l'Orient devient la base la plus importante de France, celle des As, celle d'où opèrent les commandants de U-boat les plus redoutables, à commencer par Günther Prien. Avec 27 navires alliés à son tableau de chasse, il quitte la rade pour une nouvelle mission fin février 1941. Maintenez la profondeur. Prien et 3 autres commandants attaquent un convoi de 37 bateaux. Feu! 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 Armes tirées. Sitôt repérés, les loups gris s'abritent dans les profondeurs. Il arrive. Plongez! Plongez! 90 mètres! Alerte! Alerte! L'équipage se rue à l'avant pour accélérer la plongée.
Le silence le plus complet doit régner pour que le sonar des destroyers ne puisse pas détecter le sous-marin. Une fois l'ennemi repéré, les escorteurs lancent des centaines de grenades sous-marines. Des survivants? Dönitz est sous le choc. La mort de Prien souligne la vulnérabilité des sous-marins et la nécessité d'achever la construction des blocs. Avec l'accélération des travaux, Jacques Stoskopf prend du galon. Il était plutôt collé-monté et comme il fréquentait les Allemands, on l'a pris pour un collaborateur. Une fois, il a envoyé 250 Français travailler en Allemagne. Quand le train a quitté la gare, la foule a crié « À mort Stoskopf ». Pendant ce temps, la construction du K1 et du K2 se poursuit à un rythme effréné. Et le 20 décembre 1941, au bout de seulement 10 mois de travail, ils sont terminés. Il était temps. 9 jours plus tôt, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Bien qu'ils doivent affronter deux des marines les plus puissantes du monde, les U-boats continuent de faire des ravages dans l'Atlantique. Rien qu'en décembre, ils envoient par le fond 27 navires. Les réserves de torpilles se vident presque aussi vite qu'elles se remplissent. Mais les bunkers de Dönitz sont prêts. Et leur entrée domine le port de l'Orient. Ces blocs n'avaient qu'un seul accès depuis l'océan. Une fois les sous-marins à l'intérieur, on fermait les portes et on purgeait l'eau. Sous l'eau, un chariot est installé sur un slipway incliné à 10 degrés. Une fois le U-boat en place, on remonte le chariot jusqu'à la zone de carénage. Ensuite, le bateau quitte la sécurité du K1 pour circuler sur une plateforme mobile entre les deux blocs. Le sous-marin est un modèle français d'après-guerre, mais la plateforme mobile est d'origine. Elle avait 32 roues et il y avait plusieurs réseaux de rails dans l'axe des blocs et perpendiculaires à eux. Ça permettait de placer le U-boat à l'entrée de l'alvéole susceptible de l'accueillir. Ce système est sans équivalent sur la façade atlantique. Mais il était très vulnérable, parce que les U-boats se retrouvaient à ciel ouvert. Mais surtout parce que l'installation elle-même était fragile. Une seule bombe aurait suffi à tout mettre hors d'usage. Les sous-marins en réparation n'auraient pas pu reprendre la mer et aucun n'aurait pu être acheminé depuis le K1. La procédure s'éternise pendant 90 minutes, avant que les U-boats soient de nouveau à l'abri. C'est dur de décrire le gigantisme de cet emplacement. Et il y en avait 13 autour des K1 et K2. Il y a une telle hauteur sous plafond qu'une grue pouvait enlever le périscope en entier. Retirer cette pièce de 5 mètres n'est qu'une des nombreuses interventions à effectuer.
Sur la côte atlantique française, près de la moitié des réparations de sous-marins se faisaient ici. Et c'est pour ça que l'Orient était aussi importante pour la campagne navale allemande. La transformation du port de pêche en camp retranché permet aux loups gris de torpiller 500 navires alliés en 1941 et de prendre la Grande-Bretagne à la gorge. Seule la guerre sous-marine effrayait Churchill, comme il l'écrira plus tard dans ses mémoires. Il redoutait de voir son pays privé d'approvisionnement. Et c'est ce qui l'a incité à concentrer les efforts des armées britanniques et alliées dans l'Atlantique. Il a attaqué les U-boats en mer et dans leurs bases. Construite pour protéger les U-boats, la base de l'Orient devient l'objectif numéro 1 du Premier ministre britannique, Winston Churchill. Et les nazis commencent à s'inquiéter pour leurs géants de béton. Le toit mesure 3,50 m d'épaisseur. Plus que les murs de Fort Knox. Au départ, les Allemands voulaient que le toit soit encore plus épais. Mais ils craignaient que les fondations ne soient pas assez solides. Conclusion, la base doit subir une nouvelle transformation. Commence alors l'édification d'un bloc encore plus grand, qui doit être inexpugnable. Le K3. Il a besoin de fondations encore plus solides que ses prédécesseurs. Construite à l'abri de batards d'eau qui retiennent l'océan, elle s'appuie sur le soubassement rocheux. Donc des travaux beaucoup plus lourds. C'est pour ça qu'il y a un temps de construction plus important sur quai Roman 3 que quai Roman 1 et quai Roman 2, en sachant que là, ils ont une structure parfaite, puisque à certains endroits, les murs qui soutiennent la partie supérieure font jusqu'à 6 mètres d'épaisseur pour les lambases. Et donc là, par contre, les Allemands pourront faire renforcer la partie supérieure sans déstabiliser le bâtiment. La construction du K3 est menée tambour battant. On coule du béton 24 heures sur 24 pour achever le bloc avant une attaque ennemie. Mais le ciel reste vide, malgré les déclarations de Churchill. Nous avons de la chance que les Britanniques ne bombardent pas les blocs pendant la construction, n'est-ce pas? L'amiral croit l'Orient à l'abri. Ou 111, commandant Kleinschmidt. Mais la résistance a une taupe dans son organisation. Jacques Stoskopf. On le prenait pour un collaborateur. Mais rien n'était plus faux. Comme il circulait de plus en plus facilement dans la base, il surveillait au jour le jour les allées et venues. Il avait une mémoire presque photographique. Et en identifiant les emblèmes sur les U-boats, il reconstituait précisément l'organisation des opérations. Ensuite, en secret, il rencontrait son contact au sein de la résistance, auquel il communiquait ses renseignements. Commandant Lemp, parti à 8 h le 20 février. Ou 106, commandant H. Il les donnait 2 fois pour éviter toute erreur. Ou 103, commandant Schütze. Arrivé 23 h 24 février. 3 bateaux coulés. Encore. Commandant Lemp. Tout y passe. Nombre de sous-marins, nombre de victoires. Parti à 5 h 26 février. Commandant H. Ou encore caractéristiques techniques pour exploiter les défauts des U-boats. On envoie tout ça aux Britanniques parce que dans la bataille de l'Atlantique, les renseignements sont une arme essentielle. Jacques Stoskopf sait qu'il joue avec le feu.
Pendant l'année 1942, la construction du K3 mobilise d'importantes ressources. Des centaines de bétonnières fonctionnent jour et nuit, à tel point que le sable vient à manquer et qu'il faut aller le chercher directement sur les plages. Le sable, pour faire le ciment et béton armé, lui provient du littoral, de la côte. C'est du sable de mer, donc il contient du sel. Et si déjà on le mélange à du ciment, la prise n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais comme il y a une concentration de fer extrêmement importante, donc ce qui va accélérer la corrosion, donc fragiliser le bâtiment. Et donc les Allemands, tout simplement, vont faire laver à l'eau claire ce sable venant des plages. Il faut prêter attention à ces détails pour que la base résiste à un bombardement. À la fin de l'année, l'immense K3 est presque achevé. C'est une forteresse de béton munie de portes d'acier gigantesques qui protègent l'accès à des alvéoles que l'on peut assécher en quelques heures. Mais le chef-d'œuvre des ingénieurs allemands, c'est le toit. Au Kéromane 3, un toit de 3,50 m d'épaisseur ne leur suffisait pas. Donc, ils ont modifié les plans. Sur ce toit, ils ont posé 2 poutres préfabriquées de forme triangulaire afin de laisser une chambre d'éclatement d'environ 50 cm de hauteur. Et au-dessus de cette chambre, ils ont installé un second toit de 3,50 m. Donc, on a une épaisseur de 7,50 m. C'est l'équivalent de 2 autobus à Impérial l'un sur l'autre, ou de 3 étages de béton, et ça recouvre la structure. Dönitz voulait un repère indestructible, et il semble que ses vœux aient été exaucés. Achtung, Sprengung! En janvier 1943, les bâtards d'eau qui retenaient l'océan sont détruits et le K3 entre en activité. Mais c'est plus qu'une simple installation militaire. Pour des milliers de gens, elle devient une deuxième maison. Quand on sait que 1500 personnes vivaient ici, on se rend compte que les Allemands devaient non seulement faire venir tout le nécessaire pour l'entretien des U-boats, mais aussi tout le nécessaire pour ces gens. Ici, il y avait des centrales électriques, des stations d'épuration de l'eau, des entrepôts, et il a fallu aussi construire des voies ferrées pour tout acheminer. Au fur et à mesure que la base a gagné en taille et en importance, il a fallu l'aménager pour la main-d'œuvre. C'était plus une petite ville qu'un atelier. Dans les bureaux, les entrepôts et les logements abandonnés, dont certains n'ont pas changé depuis la guerre, on retrouve des bribes de la vie de cette époque. Des bouts de phrases en allemand. Après la guerre, on a effacé tous les insignes nazis, repeints sur l'écriture allemande. Mais il en reste des traces. Là-haut, c'est la peinture d'origine qui rendait l'endroit aussi agréable que possible. C'est sinistre. Une armature de lit. Quelqu'un dormait et travaillait ici. La fenêtre a été condamnée avec des planches. Mais de l'autre côté, c'est une alvéole. On était dedans 24 heures sur 24. Et pour cause, l'Orient était une pièce maîtresse des opérations. Et il fallait travailler vite et bien pour que les U-boats repartent le plus rapidement possible. L'endroit bourdonnait d'activité en permanence. Pour les équipages également, l'Orient est plus qu'une base. C'est un exutoire.
Depuis le début de la guerre, 155 U-boats ont été détruits, dont près de la moitié au second semestre 1942. Mais le sacrifice des sous-mariniers se traduit cette année-là par une hécatombe du côté des Alliés, qui perdent plus de 1600 navires. Parmi les soldats en goguette, Peter Dönitz, nouveau chef de quart du U-954. À 21 ans, le fils de l'amiral fait partie des Bleus, de plus en plus nombreux, qui remplacent les équipages disparus en mission. Churchill s'efforce de les empêcher de prendre la mer et multiplie les bombardements britanniques et américains contre la base. Contactez la base. Je veux un rapport détaillé des dégâts le plus vite possible. Bien, amiral. Malgré le chaos, la base de sous-marins tient le choc. La détermination de Dönitz à fournir à sa flotte la protection la plus efficace possible a payé. Mais les Alliés ne renoncent pas pour autant. Ils assemblent la plus grosse bombe jamais fabriquée. La Tallboy. La Tallboy était une bombe de plus de 5 tonnes, dont 2 d'explosifs, largable à 6000 mètres d'altitude, si bien que lorsqu'elle touchait sa cible, elle arrivait à la vitesse du son. Et on espérait qu'elle traverserait le toit renforcé des blocs. 11 de ces mastodontes s'abattent sur l'Orient. Un seul frappe les blocs. Mais un seul devrait suffire. Début 1943, la base de sous-marins est soumise à rude épreuve. Son blindage de 2 500 000 tonnes de béton encaisse l'impact d'une bombe conçue expressément pour l'anéantir. Incroyable. C'est ici que la Tallboy a frappé le bunker. On voit encore distinctement l'emplacement initial du toit. La bombe a traversé les 3,50 m de béton et les a volatilisés. On voit aussi la chambre d'éclatement et en dessous, le second toit. Mais ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est qu'il est à peine égratigné. En dessous, pour ceux qui travaillaient dans le bunker, le vacarme a dû être épouvantable. Mais il n'y a eu aucun dégât, et c'était le principal. À tout point de vue, c'est un ouvrage défensif incroyable. Sa base étant bel et bien indestructible, Dönitz continue d'orchestrer les missions de ses U-boats. Voici mes ordres. Le groupe Meiser doit faire route vers le nord-ouest à grande vitesse. Compris? Bon. Réalisant qu'ils ne pourront jamais détruire les U-boats dans leur refuge du Morbihan, les Alliés mettent au point du matériel pour les combattre en mer. Et ce sont les communications de l'amiral en personne qui leur en donnent la possibilité. Les services de renseignement ont infiltré le système de transmission allemand au plus haut niveau. Dönitz était en contact en permanence avec ses U-boats pour coordonner leur offensive. Et les sous-marins devaient communiquer entre eux, ce qui a permis aux Alliés de les localiser et de les détruire. Les chasseurs deviennent des proies. Les Alliés détectent les signaux radio des submersibles. Et une fois le code de la machine Enigma décrypté, ils interceptent les messages que l'amiral adresse à ses U-boats. Dönitz l'ignore quand il lance ses loups gris le 17 mai 1943 contre un convoi de 37 navires. Quels sont les sous-marins les plus proches? Le U-544 et le U-954, amiral.
Alors envoyez-les. Le 954, c'est celui de son fils, Peter, qui a hâte d'en découdre pour de bon. Les ordres. Un convoi arrive devant nous. Au moins 14 gros navires et un destroyer léger. Grâce au décryptage des messages, le commandant du convoi sait où les U-boats l'attendent. Et les destroyers d'escorte et les bombardiers venus d'Islande leur tendent un piège. Mon Dieu. Avion ennemi sur bâbord avant. Alerte! Merci. Le U-954 a disparu corps et biens. La supériorité technique des Alliés s'avère décisive. 233 U-boats sont coulés en 1943. Mes chers sous-mariniers, vous vous êtes battus comme des lions. Mais nous voilà désormais acculés dans une situation dont nous ne pouvons pas nous dépêtrer pour continuer à nous battre. 5 jours seulement après le décès de son fils, l'amiral ordonne à presque tous ses équipages de rentrer. Sa campagne a échoué. Et dans l'Atlantique, la balance penche en faveur des Alliés. Ils ont vaincu les U-boats et en 1944-45, les armées hitlériennes reculent sur tous les fronts. Et la défaite est inévitable. Un homme n'est plus là pour assister au triomphe. En 1944, Stoskopf disparaît. Celui qu'on prenait pour un collabo ne manque à personne. Son réseau a été démantelé. Son nom a été cité, la Gestapo l'a arrêté et elle l'a envoyé dans un camp. Il a été interrogé, torturé et exécuté d'une balle. En 1945, le Troisième Reich s'effondre. La guerre est finie. Mais alors que Berlin tombe, la base prouve qu'elle est bien indestructible. Les blocs abritent des poches de résistance allemandes qui ne rendront les armes que 2 jours après l'armistice. Ces constructions impressionnantes se dressent toujours sur le port de Lorient. Et depuis 1946, elles portent le nom d'un homme qui a donné sa vie pour combattre les sous-marins d'Hitler.